Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. La hiérarchie est normale dans une organisation. Ce qui est anormal, c'est quand elle est complexe, trop nombreuse, trop d'étages et finalement sclérosante. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode avec Benoît Serre. Benoît Serre, le DRH de L'Oréal France et également le vice-président de l'Association nationale des directeurs et directrices des ressources humaines en France. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler du Future of the Work. Il s'agira d'évoquer ensemble ce que le Covid a révélé de l'attente des salariés. Nous allons notamment parler des modes d'organisation du travail et du travail à distance. Nous parlerons également de l'organisation de ce travail et notamment la question de la structure hiérarchique et du rôle des managers. Et nous évoquerons le rôle du dialogue social et des accords d'entreprise et l'évolution du code du travail qui est sans doute nécessaire. Enfin, nous parlerons du partage de la valeur travail. Je vous souhaite une très belle écoute de ce deuxième épisode avec Benoît Serre. Alors, c'est quoi pour toi le future of work? Puisque tout le monde en parle. Oula. Est-ce que pour toi, c'est, on va dire, un concept un peu fumeux? Est-ce que ça se traduit par des choses vraiment concrètes? Est-ce que c'est uniquement le travail d'ailleurs qui doit évoluer et est-ce que c'est pas, plus globalement, la dynamique d'entreprise au sens large? Enfin voilà, j'avais envie de t'entendre, sur ce sujet. Et en fait, alors le future of work, c'est une espèce de formule marketing qui mélange tout. Bon, très bien. Il y a une chose qui est constatée, c'est que la fameuse crise Covid, elle n'a pas créé grand-chose. Elle a beaucoup accéléré des choses, elle a cristallisé des choses. Moi, j'entendais au moment du Covid, les gens disaient, les gens ont besoin de confiance, mais c'est pas nouveau. Mmh. Ça fait 20 ans. On le sait depuis toujours. Seulement, on n'avait pas vraiment raison de le mettre en œuvre. En revanche, la crise Covid, elle a permis une chose, c'est que notamment avec la mise en place durant les confinements de manière un peu forcée du télétravail, qui était très faible en France, pour mémoire, elle a montré aux gens que le modèle d'organisation du travail, qui date à peu près du milieu du XIXe siècle, qui était le 9h-18h, pour faire simple, en fait, il y avait des solutions alternatives. Alors qu'on avait vendu à tout le monde qu'il n'y en avait pas, quand même. On l'avait vendu, non pas par méchanceté, mais parce qu'on n'y pensait même pas. Et puis, le modèle législatif français du travail est quand même très contraint. C'est très compliqué, d'ailleurs, on le paye aujourd'hui. Donc, le future of work, c'est un petit peu la cristallisation de tout ça. C'est-à-dire l'aspiration à plus d'autonomie, que les gens ont pu tester pendant le Covid, l'aspiration à plus de liberté d'organisation au travail, que les gens ont pu tester pendant le Covid, l'aspiration à plus de subsidiarité, à moins de hiérarchie, à plus de confiance, à tous ces éléments-là, à un rapport à l'entreprise plus adulte, plus équilibré qu'il existe. Tous ces éléments se sont cristallisés parce que, d'une certaine manière, la Covid a été un immense stress test d'une nouvelle forme d'organisation du travail, qui était contrainte par les protocoles sanitaires et tout ce qu'on connaît. Aujourd'hui, c'est légitimement, les gens disent, puisqu'on a été capable de le faire sous l'effet de l'urgence ou de la contrainte sanitaire, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sous l'effet de la volonté? Le problème, il vient de là, en fait. Bon. Donc ça, le futur of work. Au début, je t'ai dit qu'effectivement, l'aspiration de la société à avoir de nouvelles formes de travail serait assez puissante pour finalement forcer cette transformation. Aujourd'hui, je pense que ça fait pas très longtemps que j'ai inversé mon raisonnement et que le vrai sujet, c'est le futur de l'entreprise. Et que le futur du travail naîtra du futur de l'entreprise. C'est à l'entreprise d'oser, il y a eu des tests qui sont faits, d'oser changer
son modèle, faire évoluer son modèle. D'ailleurs, on le voit. Beaucoup de gens pensent que je suis contre la semaine des 4 jours. Je suis pas contre. Simplement, c'est un bon débat parce que ça montre bien que tout le monde tâtonne. On voit bien qu'on va pas pouvoir conserver le même modèle comme ça. C'est pas possible. Maintenant, c'est dans l'entreprise que les choses se feront parce qu'on s'est rendu compte pendant le Covid encore que l'entreprise était un lieu très important de lien social. Et donc, c'est dans l'entreprise que le futur du travail se construira. Il ne se construira pas ailleurs, il ne se construira pas à l'extérieur. Moi, je me souviens des fameuses déclarations des jeunes négros Paris Tech, j'ai eu la chance de les rencontrer. Ils disaient, ils critiquaient l'entreprise, la planète, etc., bon, très bien, mais qui à la fin, en fait, sortaient du système, donc ils ne risquaient pas de le changer. Il faut être dans le système pour le changer, il ne faut pas être à l'extérieur, sinon ça marche pas. Donc, je pense que le futur du travail passera par le futur de l'entreprise. Et il y a aujourd'hui des entreprises qui testent des trucs. Alors, la fameuse semaine de 4 jours, liberté dans la prise des congés, le télétravail, la réduction des lignes hiérarchiques, voilà. Et le futur du travail, il viendra de là, en fait. Il viendra pas de trucs qui viennent de je sais pas où. Il viendra aussi de la révision des modèles de management, admettre le fait que le manager soleil, c'est un peu terminé quand même. Admettre le fait que le, les modèles de management doivent être beaucoup plus subsidiaires qu'ils ne le sont, et que c'est comme ça que petit à petit on fera évoluer, qu'on arrêtera de mettre des chefs et des sous-chefs partout. Qu'il faut autant valoriser les managers que les experts. Que voilà, c'est tous ces éléments-là, mais ça ne peut pas exister. C'est pas une loi qui va faire exister ça. Ça va exister dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans les entreprises. C'est pour ça que la NDRH, on est plutôt partisan de dire tout ce qu'on peut, ce qu'ont d'ailleurs très bien fait les ordonnances de 2017, après la loi El Khomri, qui était envoyons dans le dialogue social de proximité de terrain le plus de choses possible. Parce que les solutions sont dans l'entreprise. Elles ne sont pas dans des grands machins qui sont pondus avec des accords nationaux. D'ailleurs, l'accord national interprofessionnel sur le télétravail qui a été signé en 2021, je crois, ou 2020, était extraordinaire parce qu'il était ni coercitif, ni obligatoire. C'est intéressant comme accord. Mais là, je pense que l'avenir est là. Il est dans la capacité. D'ailleurs, c'est ça qui fera revivre le dialogue social intelligent. On l'a vu pendant la crise Covid. D'ailleurs, un exemple très concret. Première période de confinement, on a eu quelques droits d'alerte à droite à gauche. Deuxième période, zéro. Parce que les représentants du personnel et des directions trouvaient des solutions adaptées à la réalité de l'entreprise sur le terrain, dans tous les jours, et pas des grands machins qui tombaient d'en haut. Et ben, je pense que ce modèle-là, avec l'encadrement nécessaire, évidemment, pour éviter que les branches fassent n'importe quoi, etc., bien sûr, c'est quand même le bon modèle. Et donc, le futur du travail, il naîtra du futur de l'entreprise. Et le futur de l'entreprise, il doit être organisé, co-construit avec les salariés, avec les représentants, dans le cadre du dialogue social de proximité et avec un code du travail qui ne l'empêche pas. Et aujourd'hui, tu as le sentiment que le code du travail doit évoluer? Ou est-ce Oui. qu'aujourd'hui, il a suffisamment évolué, j'allais dire, pour pouvoir accompagner cette Non, transformation de l'entreprise? non, moi, on appelle tous au moins, on a constaté des évolutions de fait du travail. Donc, il faut des évolutions de droit. Alors, tout le monde connaît l'exemple très connu maintenant des fameux remboursements, des frais de déplacement. Quelqu'un qui décide de s'installer à son siège, son bureau à Paris et qui veut s'installer à Marseille, il peut à un moment ou à un autre imposer le fait que l'entreprise va lui rembourser 50% de ses billets d'avion. Quand même. Voilà. Le sujet de la responsabilité de l'entreprise quand un salarié est en télétravail en cas d'accident du travail. Le fait de la comptabilisation du temps de travail pour des gens qui sont, mettons, 30 ou 40% de leur temps en télétravail chez eux, ils vont pas pointer chez eux. Et pourtant, l'entreprise, elle a la responsabilité de leur garantir 11 heures de repos, enfin, toutes les règles. Donc, il faut au moins, moi, je sais pas s'il faut changer le code du travail, je dis simplement, il faut au moins avoir le courage de le relire à l'aune de cette évolution du travail, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas un certain nombre de dispositions qui étaient très bonnes quand elles ont été écrites, mais elles n'ont pas été écrites pour ce monde-là du travail. Bon. Et puis, c'est une forme nécessaire d'anticipation. Dans une enquête de 2021, je crois, la NRH avait montré que on estimait qu'à horizon 2035, 50% des métiers seraient partiellement télétravaillables. Donc, on change de société du travail. Donc, on doit nécessairement regarder comment adapter la législation qui l'encadre. Sinon, on aura un écart entre la réalité du travail et sa législation. Cet écart étant réglé par la jurisprudence, ce qui est très instable, et les entreprises détestent l'instabilité. Et quel est le rôle du coup de la NDRH, dans ce cadre-là?
Cette analyse, par exemple, des textes dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est un travail conjoint? Ah non, mais nous, on a fait des propositions. On a proposé le principe de la double responsabilité qu'on est en télétravail, donc on avance avec d'autres, pour le faire. On travaille avec par exemple, on est un certain nombre, dans la suite d'ailleurs d'une avocate célèbre qui s'appelle Emmanuelle Barbara, qui est, associée d'Auguste Bougouzi, qui est une remarquable avocate de droit social et qui dit depuis longtemps, moi j'ai fait plutôt une conférence avec elle en 2018, donc elle le disait déjà, rien avec le Covid, elle dit le monde du travail a changé, il est quand même beaucoup plus fondé sur la collaboration et la coopération entre les gens, ce que disent les modèles de management d'ailleurs. Eh bien, il faut peut-être regarder comment substituer, au lien de subordination contenu dans le contrat de travail, le lien de coopération. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis ayons au moins le courage de nous poser la question. Et quel type de relation aujourd'hui tu penses que les salariés attendent de leur employeur? On parle beaucoup d'entreprises, de plus en plus, basées sur des modes participatifs, d'entreprises libérées, tu vois? D'entreprises, qui vont être dans des logiques, d'ouverture très fortes des salariés, jusqu'à, l'entreprise libérée où il y a carrément plus de, potentiellement, il y a carrément plus de managers et le salarié prend part aux décisions à la fois opérationnelles, mais aussi stratégiques. Tu en penses quoi de ça? Non, d'abord, je pense que, enfin, je connais la théorie des entreprises libérées, vendues par Isaac Gates, pas de manager, tout le monde donne son avis sur tout. Ok. Si on n'avait pas eu de manager pendant le Covid, ça aurait été une catastrophe. Bon, donc déjà, parce qu'il faut, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est dérisoire, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, le sujet de l'aplatissement des structures hiérarchiques ne signifie pas la disparition de la hiérarchie. Ça signifie juste qu'on arrête d'avoir des chefs partout, quoi, de manière à donner plus d'autonomie, plus de confiance aux gens. Ça va avec la subsidiarité. C'est-à-dire que la subsidiarité, c'est quoi? C'est s'interdire d'intervenir dans le champ de responsabilité de la ligne du dessous. Parce qu'on lui fait confiance pour exercer son travail correctement. C'est pas ce qui se passe dans les boîtes aujourd'hui. Tout le monde passe son temps à intervenir dans le champ du dessous. Fait que personne ne sait qui est responsable de quoi. Ça, c'est la première des choses sur l'aspect purement managérial. Deuxième chose, oui, il faut associer les salariés, mais on sait très bien qu'à un moment, la hiérarchie, la hiérarchie est normale dans une organisation. Ce qui est anormal, c'est quand elle est complexe, trop nombreuse, trop d'étages et finalement sclérosante. Parce que le pendant de la hiérarchie, c'est la responsabilité. Si on est dans une situation de verticalité hiérarchique intelligente, celui qui décide assume. Quand vous avez trop d'hiérarchie, finalement, on dilue la responsabilité parce qu'on ne sait plus qui prend la décision. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut écraser les lignes hiérarchiques partout et les faire disparaître. Après, le modèle de management consistant à associer les gens au devenir, au futur de l'entreprise, je le connais par cœur, c'est un truc qu'a mis en place Laura Merlin il y a plus de 20 ans. Donc, je sais comment ça marche. C'est très efficace. Mais le pendant de cela, c'est que du coup, ben, on en parle, c'est un des sujets du moment, le fameux partage de la valeur. C'est-à-dire, quand vous associez les gens à définir une stratégie, il ne faut pas s'étonner qu'un matin, ils viennent vous dire, ben, puisque cette stratégie vous a rapporté beaucoup d'argent, ça serait bien que ça m'en rapporte aussi. C'est normal, il faut être logique, jusqu'au bout. Donc ça, c'est une deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est le fait que, en se forçant à réduire les lignes hiérarchiques, on revalorise la fonction d'expert. Parce que vous créez des parcours transversaux. Or, vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui sont... Vous savez, il y a une enquête qui est faite par le BCG il y a 2 ans, que j'avais participé, qui indiquait que 15% des non-managers seulement rêvent de devenir manager. Ça ne veut pas dire qu'ils rêvent de dire rien, ça veut dire juste que ça ne les intéresse pas à manager des gens. En plus, le manager de proximité, c'est un peu le marteau et l'enclume. Voilà. Parce qu'il y en a trop. Non pas de manager de proximité, mais au-dessus, ils ont trop de couches. Ils n'ont pas assez de couches en dessous. Donc voilà, il faut revaloriser la fonction de management, mais surtout arrêter de dire la pyramide managériale fonde la pyramide de rémunération. Et la pyramide managériale, elle existe, il ne faut pas qu'elle soit trop découpée. Mais en revanche, elle ne doit pas, c'est pas elle qui doit fonder intégralement la pyramide de la rémunération.
un expert doit pouvoir se rémunérer aussi bien qu'un manager. Or, dans beaucoup d'entreprises, quand même, ces deux pyramides sont parallélisées. Oui, le manager, est plus reconnu, parce qu'on Et oui, considère qu'il a des responsabilités supérieures, oui, parce que bien sûr, mais pendant la crise Covid, notamment les confinements où les gens n'étaient pas là, donc on les a fait travailler online. On a découvert qu'on était donc capable de prendre des décisions sans faire 200 PowerPoint et 400 réunions. Et la parole de l'expert avait plus de poids. Il fallait décider vite et juste. Et ben, si vous arrivez à faire collaborer correctement manager et expert, l'expert vous permet de décider juste, le manager de décider vite. et ces derniers mots de Benoît nous invitent tout naturellement à écouter le 3e épisode consacré à la question du management. Quel est le rôle et la place du management supérieur, du management intermédiaire et du management de proximité? Comment s'organise ce travail et quelle est la place du management par la confiance? Quel est le rôle du feedback? Est-ce que la GPEC a toujours un avenir? Et l'évaluation, à quoi ça sert? Je vous propose d'écouter tout de suite les réponses de Benoît Serre sur le 3e épisode de Valeurs agitées. À tout de suite! Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.